j'ai un grand hangar de 450 mètres carrés qui se loue, mais celui-là, c'est que du professionnel et c'est à Biarritz. On s'était dit qu'on allait pouvoir aussi balancer quelques anecdotes par rapport aux travaux. Là où lui m'annonçait un problème qui allait me coûter 1500 balles, c'est-à-dire déplacer le maçon, louer la pelleteuse, faire les tranchées, faire intervenir l'électricien. En fait, ça coûte super cher. Quand quelqu'un lui dit c'est impossible, la première phrase qu'il répond, c'est dit oh. Mais maintenant, on envoie des hommes sur la Lune, vous pouvez même dire que c'est impossible. Genre. Nous, on a commencé à investir sur des projets. Toi, t'étais à 160 sur le premier. Moi, le premier projet que j'ai fait, c'était un projet à 130. Ce projet, c'est un peu comme si c'était une évidence. Il y a toutes les histoires qui concordent sur le même projet. Ça fait 1 an que je rêve de faire un bâtiment comme ça. Messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce podcast dans le Café Immo, comme j'allais dire chaque semaine, mais c'est pas chaque semaine, on en fait toutes les 2 semaines. C'est chaque mois même, chaque mois. Chaque mois, pour le Café Immo, on est super content de vous accueillir et vous a réservé plein d'anecdotes ce soir. On est sur des projets Immo, il y a des challenges, des trucs du genre, et on va vous montrer depuis l'intérieur, toujours, pas forcément comment ça peut bien se passer, mais également les côtés un peu négatifs de l'immobilier, parce qu'il y en a et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ouais, et puis on les anticipe mal, souvent très mal. Très mal, et voilà. Donc on vous emmène dans le revers du décor, parce qu'on est sur des nouveaux projets. Avec Arthur, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'investissement qu'on est en train de réaliser? Ouais, bien sûr. Donc, sans tous les détails, parce que c'est pas encore... Sans tous les détails, parce qu'on en fera une vidéo complète. Mais c'est un investissement qui est hyper intéressant, déjà parce que ça fait... Déjà le lieu. Déjà, c'est à Biarritz. C'est à Biarritz. Voilà, c'est chez nous, c'est à la maison. Ça y est, on commence ça change de ces immeubles à 4h30 de chez moi que j'ai fait. Ça me fait bizarre de pouvoir y aller presque à pied finalement sur ce chantier, tu vois. Moi qui mettais 9 heures à faire l'aller-retour. Mais un très très beau projet, un projet qui est donc sur un local industriel. Là, on est en train d'avoir des typologies de projets un peu différentes. Pourquoi ? Parce que c'était déjà notre volonté de pouvoir installer les bureaux là-bas. Et surtout parce qu'on continue d'apprendre et de faire des projets. On n'est pas juste formateur, on n'est pas juste coach, on fait des projets aussi tous et toutes à côté. Et moi j'aime bien le côté projet différent pour amener cette expérience, cette compétence plus tard à celles et ceux qui voudront le faire, quoi. Donc un projet, c'est ça. Là on est sur de l'industriel. Donc c'est un projet qu'on fait ensemble et c'est toi qui l'as trouvé. Et d'ailleurs c'est une folie ce projet parce qu'il fait partie des anomalies. Disons qu'ils savent se servir de Le Bon Coin, mais en fait on est sur des particuliers qui vendent le bâtiment. Et qui ont mal référencé le bâtiment, donc il a été référencé comme un appartement dans Le Bon Coin. Et donc non seulement comme un appartement, mais en plus Le Bon Coin, chaque fois qu'on met une annonce, l'annonce d'avant descend d'un cran. Chaque nouvelle annonce vient faire baisser le fil au fur et à mesure, quoi. Et ça, c'était, je me souviens, c'était vraiment la dernière annonce. Ça faisait un moment qu'elle était en ligne, qu'elle avait été mise. Et donc en fait, elle était tout en bas, elle était mal référencée, et après avoir envoyé un message, elle a été supprimée dans les 24 heures parce que je pense que pour eux, ils étaient partis pour la republier, la reposter, justement, ils ont dû avoir un tips de l'intérieur pour la faire remonter. Donc ouais, c'était assez parti, enfin ça m'était encore jamais arrivé, quoi. C'est ça, bon endroit, bon timing, donc c'est un chouette projet, il va y avoir du local d'artisans parce que c'est extrêmement recherché, on est proche d'une bretelle d'autoroute, celle de Biarritz, donc super bien placé. On va également pouvoir domicilier les bureaux d'Immo Evolution et le stockage de la menuiserie Martin dans le bâtiment. Donc on va tout regrouper au même endroit, donc ça lie l'utile et l'agréable. Et c'est un chouette projet et c'est enfin des montants assez différents des projets qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Donc là c'est un immeuble qui était, donc c'est un local industriel, je dis immeuble parce que c'est plusieurs lots par habitude dans l'habitable. Donc c'est un local industriel qui était affiché à 720 000 euros et on l'a obtenu à 630. Voilà, il y a à peu près 50 000 euros de travaux à faire dessus, plus les frais de notaire, à peu près 50 000 euros également. Donc ça commence à faire un chouette projet. Ça fait des montants sympas, ouais. Avec des belles perspectives d'évolution aussi par la suite. Je ne sais pas si tu veux en parler déjà. Les perspectives d'évolution, ouais, on va en parler, mais c'est vrai que les montants, déjà, c'est intéressant. Pourquoi c'est hyper intéressant ? Parce qu'on n'a jamais commencé à investir avec des montants comme ça. Ouais. Nous, on a commencé à investir sur des projets. Toi, tu étais à 160 sur le premier, de mémoire, 165, c'est ça ? Moi, le premier projet que j'ai fait, c'était un projet à 130. On a toujours investi à la hauteur de ce qu'on pouvait investir. On n'a pas démarré avec des projets comme ça. Et c'est vraiment le fait de faire des projets qui soient rentables, mais qui permet au fur et à mesure de passer au suivant. Ouais. Donc après, on a pu faire des projets à chaque fois de plus en plus gros. Et donc là, on commence doucement à tirer vers le million d'euros. Et donc, on sait déjà que le prochain projet, ça va être un projet qui va dépasser ça.
c'est vachement bien. Et tu sais ce qui est encore plus ouf dans cette histoire? C'est que... J'ai réussi à retrouver l'un de mes anciens vision boards, Ouais. là où je me mettais des photos de mes objectifs, etc. Et j'avais un objectif, c'était d'acheter un grand local commercial, Ah, sympa. parce qu'à l'époque, je vous Ouais. pose le contexte, j'avais un peu la rage contre mon patron là, qui me faisait chier avec toutes les contraintes au boulot, etc. Et je savais qu'il était propriétaire du local et je m'étais dit, un jour, moi aussi je serai propriétaire d'un truc comme ça, dans le coin, tu sais, c'était un peu vague. Ouais. Et là, l'atelier qu'on est en train d'acheter, le local industriel, il est 10% plus grand que celui que mon patron il avait. Et c'est la petite fierté. Pas mal, pas mal. Et en plus, donc éventuellement, on va. Bon, je détaille pas trop les travaux, mais en plus, on risque de peut-être faire changer la toiture. Et l'une des seules entreprises qui fait ça, c'est l'entreprise pour laquelle j'étais manœuvre en menuiserie. Et c'est peut-être le chef de chantier qui me donnait des ordres à l'époque pour refaire le bâtiment des Aldirati qui va être sur le chantier en train de bosser pour moi. Et alors ça, C'est une dinguerie. alors Tu ça, sais, ce serait Ce incroyable. projet, c'est un peu comme si c'était une évidence, tu vois. C'est Il y a- trop. il y a- il y a tout il y a toutes les histoires qui concordent sur le même projet. C'est trop parce c'est que de la moi folie. ça fait 1 an que je rêve de faire un bâtiment comme ça, que je rêve de commercial mais avec du stockage. Moi j'ai toujours Ouais. cherché des locaux d'artisans. Donc c'est vraiment c'est un peu l'aboutissement de 2 visions différentes sur un seul et même projet. Putain, franchement ça fait plaisir quoi. Et puis on cherchait des projets rentables du côté de Biarritz. Biarritz, pour ceux et celles qui ne savent pas, le prix au mètre carré habitable, il est entre 8 et 15 000 euros. 15 000 euros front-mer, 8 000 euros le reste de la ville. Et l'immobilier professionnel, dans le centre, il est extrêmement cher aussi. C'est souvent moitié moins à peu près. Ouais. C'est à C'est peu près moins la moitié. cher mais ça reste C'est du 4 000, cher, 5 000 euros le mètre carré. Dans les top emplacements, c'est du 6, 7, 8 000 euros le mètre carré parfois. Et sur du local industriel, on est souvent à 2, 3, 4 000 euros le mètre carré. Et ce qui est incroyable, c'est que les projets rentables, quand je parle de rentabilité, je ne parle pas en termes de plus-value, je parle en termes de rentabilité locative, ça n'existe plus à Biarritz. Ça n'existe plus, on a dépassé même le niveau patrimonial. Là, c'est le niveau, j'ai des sous, je ne sais pas quoi en faire, je les mets dans un projet IMO. C'est un peu ce qu'on appelle tu sais, la fuck you money. Ouais, c'est le niveau le- fuck you money, ouais, ceux qui investissent à Biarritz. J'ai trop d'argent. Je ne Et sais pas là, comment le faire. et la dinguerie, et là on a un projet à entre 8 et 9% de rentabilité selon comment on l'exploite, chose qui n'existe pas à Biarritz. Ouais, alors après, c'est effectivement, il y a la zone qui joue, il y a le type de projet qui joue aussi, et c'est là que l'étude de marché par rapport à ce qu'on fait, elle est toujours essentielle, parce que même dans des villes comme Biarritz, on peut sur ce type de projet faire de la renta, mais c'est pareil, il faut le savoir, il faut l'étudier. Le commercial, l'industriel, ça n'a rien à voir avec le résidentiel, c'est deux mondes qui sont diamétralement opposés dans l'achat, dans la gestion, dans la mise en location, dans les baux. Même les baux, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est parce que ces connaissances-là, nous, on les avait aussi avant de se jeter sur un projet comme ça. On n'avait pas juste l'idée de se dire, on fait un local d'artisans industriels. On a tout fait avant pour comprendre le secteur, savoir comment ça marche, comment ça s'exploite, etc. C'est ça. Et puis, on a j'ai fait beaucoup de projets avec nos clients. j'ai un autre atelier que j'ai en location dont je suis moins fier par l'emplacement, parce que c'est un super emplacement, ça, c'est dynamique, etc. Mais c'est dans une ville de 15 000 habitants. Mais ça se loue très bien. Et j'ai un grand hangar de 450 mètres carrés qui se loue. Mais celui-là, c'est que du professionnel et c'est à Biarritz. Carrément. Et d'ailleurs, pour le hangar de 400 mètres carrés, si vous voulez le regarder, je mettrai la vidéo quelque part autour. On a fait une immersion complète sur ce projet-là, à la fois sur le hangar, mais aussi sur les espaces habitables. C'est le dernier immeuble de Martin, sa dernière acquisition qui se met en location la semaine prochaine. Si vous voulez voir justement comment est-ce qu'on optimise un bien comme ça, quels sont les travaux qu'on met en place, le niveau de détail qu'on va apporter, cliquez sur la vidéo, ça va vous permettre de voir comment un investisseur pense son projet et puis surtout de vous donner plein d'astuces pour le vôtre. On fera évidemment une vidéo pour celui-ci, mais qui va arriver un peu plus tard. Ouais, Quelques semaines, à peu près. il est trop cool cet autre projet aussi. Bon, en tout cas, ça fait qu'aujourd'hui, on est de nouveau, comme tout le temps, avec les artisans. C'est reparti, les devis, les estimatifs, les travaux à mettre en place, et en plus des travaux un peu différents. Et comme cette semaine, on n'a pas beaucoup de news, parce qu'au niveau de l'immobilier, bon, si on résume, il se passe pas grand-chose. Hein. C'est constant. Franchement, là, c'est constant. Bon, on a la guerre, etc., mais pour l'instant, il n'y a pas d'impact réel sur les taux. Il y en a certains qui relèvent, d'autres pas. Bon, le marché reste en légère hausse pour l'instant.
il n'y a pas de nouvelles particulières, donc on s'était dit qu'on allait pouvoir aussi balancer quelques anecdotes par rapport aux travaux qui peuvent aider, hein, parce qu'au final, c'est facile de nous voir au travers de la caméra, des projets sur lesquels on accompagne, et d'avoir ce prisme de « mais eux, ils savent », et finalement, il leur arrive jamais rien. Il nous arrive toujours des choses. On en apprend tous les jours, on découvre tout le temps des choses dont on n'était pas au courant, et c'est ça qu'on veut partager aussi avec ces anecdotes. Je pense que ça peut faire monter un peu en compétence tout le monde, quoi. Et tu sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais au téléphone tout à l'heure pendant que tu étais en rendez-vous avec mon électricien. Avec l'élec qui a fait l'immeuble, ouais. Celui qui va peut-être faire le bâtiment aussi. Ouais. Exactement. Et donc sur l'immeuble avec le local commercial là, dont on parlait tout à l'heure, on est en train de finaliser une dernière étape avec le consuel et il nous est arrivé une dinguerie que je savais pas. En fait, on a divisé, donc tu as le hangar, tu as un studio qu'on a créé, et 2 T2 à l'étage, où on a refait toute l'électricité du bâtiment. Et vous avez refait les compteurs Enedis, chaque appart a son compteur Enedis. Tout est bon. Aussi, tout est bon, mais on n'a pas encore l'électricité parce qu'il nous fallait le passage du consuel. Moi, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça, donc j'ai dit à mon électricien, le consuel, en fait, c'est toi qui vas prendre son numéro et tu te débrouilles pour les rendez-vous avec lui. Parce que j'ai autre chose à faire et que s'il y a des rectifications, vous les voyez en direct. C'est 10 fois plus pratique. J'aime beaucoup les responsabiliser comme ça, vous allez voir, ça vous enlève beaucoup de poids à chaque fois sur les travaux. Et donc je fais ça, comme je fais d'habitude. Et la particularité de ce projet-là, c'est qu'on n'a pas de terrain. On a un parking sur lequel il y a du gravier, tu vois. Devant l'immeuble. Moi, c'est ça qui fait la largeur de l'immeuble, donc 6-7 mètres par 4 mètres, quoi. 4-5 mètres, de quoi passer 2-3 voitures. Et donc, en refaisant l'électricité, mon électricien, il a refait la terre. Et quand tu fais la terre, en fait, tu as un grand piquet métallique à planter dans le sol. Donc là, c'est un piquet de 2 mètres en cuivre qu'il a planté dans le sol. Et en gros, il relie la terre de l'immeuble à ce poteau-là. Et ça permet d'avoir la terre, tout simplement. La terre, quoi. Exactement. Et donc, le consuel est passé et on est tombé sur le consuel le plus casse-couille du coin. Il a vérifié chaque prise, chaque truc. Il a absolument tout vérifié. Donc, l'électricien en direct, il a fait 2-3 petites modifs et c'est bon. Sauf que, pour finir, il a branché un espèce d'outil. Je n'ai pas le nom de l'outil, mais c'est un truc qui permet de mesurer le nombre de... C'est les ohms. Les ohms. Pour la terre, c'est les ohms, ouais. Les ohms. Donc, il branche ça et il va mettre son outil avec des câbles sur les 2 poteaux électriques les plus proches. Et on arrive à 600 ohms. Et le minimum pour que ce soit acceptable, c'est 30, c'est 100. 100. Il faut être entre 50 et 100 ohms. D'accord, ok. Et donc, du coup, on vient tout un micmac où le mec, il fout la pression à mon électricien en lui disant voilà, si on n'est pas aux normes et qu'il y a un problème, tu vas en prison. D'accord. En gros, c'est ça l'idée. Okay. Si moi, je te donne l'accord et qu'il y a un problème, je vais en prison. Et en gros, tu sais, voilà, il fout la pression comme tout le monde va en prison, finalement. C'est ça. Okay. Tout le monde va en prison. Les locataires, ils meurent tous électrocutés dans leur appartement en simultané. Bien sûr. Et l'immeuble s'effondre, en fait. Alors qu'en fait, c'est juste une connerie. La terre, il y avait déjà la terre dans certains des appartements. Ça fonctionnait très bien. On a refait toutes les legs, donc tout est nickel. Et donc, il y a une espèce de yo-yo entre, d'un côté, l'électricien qui a peur pour sa responsabilité parce que, en gros, le consuel disait, voilà, soit tu mets tout aux normes, tu m'en informes, mais tu prends la responsabilité de ce que tu as fait. Et à ce moment-là, c'est bon, je te signe le document demain, en fait, dès que c'est fait. Soit tu veux pas prendre cette responsabilité, et à ce moment-là, je repasse. Au passage, je te refacture 150 € de passage pour le consuel. Et à ce moment-là, c'est moi qui pose ma garantie, enfin mon accord dessus, et on est bon. Sauf que, comme on est sur un terrain qui est avec des graviers, et que ce n'est pas de la terre directement, les poteaux, les piquets qu'on enfonce sont légèrement moins efficaces que dans un terrain avec juste de la terre, là comme c'est du gravier. Et donc du coup, l'électricien, il s'est foutu une pression monstre, il m'appelle, il me dit « Voilà Martin, on a 2 solutions. Soit on va planter le piquet dans de la vraie terre, mais chez ton voisin, au bout. Ce qui veut dire que c'est une copropriété. Ce qui veut dire que je dois faire une réunion avec le syndic de copropriété et obtenir la majorité des votes pour que je puisse planter un poteau sur le terrain des voisins. » Okay. Et quand je dis un poteau, c'est tout petit. C'est comme un fer à béton en fait. Ça fait 1 ou 2 cm de diamètre.
fois 2 mètres, c'est juste enfoncé, personne ne le voit, ça dérange personne, ça dépasse même pas du sol, c'est sous terre. A priori, ils n'auraient pas dit non. Ils n'auraient pas dit non, mais réunion, etc., super compliqué, et il fallait que je fasse traverser un câble tout l'atelier, qui fait 400 mètres carrés, je le rappelle. Forcément, ça coûte cher, c'est des démarches, c'est chiant. Ou deuxième possibilité, c'est lui, celle qui me met en avant, il me dit « Tu refais venir un maçon », en sachant qu'on l'a déjà fait venir 2 fois pour creuser des tranchées. Une fois pour l'eau et une fois pour Enedis, parce qu'il ne voulait pas passer les câbles. Il ne voulait pas passer en aérien, ouais. Voilà, donc il fallait enterrer. Donc déjà 2 fois, il est intervenu, le gars. Il me dit « Tu le refais venir, on recreuse 2 tranchées, parce que pour être sûr que ça passe, on ne va pas mettre un piquet, on va en mettre 3 de plus, qui doivent être à chaque fois espacés de 3 mètres. Et entre chaque piquet, tu dois avoir une câblette qui relie chaque piquet. Et la câblette, elle doit être enterrée de 50 cm pour que ça fasse la connexion entre tout et que ça fonctionne. Mais en quoi c'est une solution ? C'est une solution parce que s'il y a plus de piquets, ça diminue le nombre de hommes et ça permet d'aller chercher entre 50 et 100. Ok, parce que je vois pas ce que c'est matériellement les ohms en fait. Pourquoi ça divise les J'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que c'est. Je ferai des recherches. Mais on n'a pas besoin de savoir ce que c'est pour trouver des solutions. Je creuse, je comprends quel est le problème, je comprends qu'il a peur de prendre la responsabilité. Je creuse, etc. Et en fait, c'est qu'au bout de 45 minutes d'échange avec lui que je comprends que le mec lui a dit que voilà, si l'électricien disait c'est bon, on a fait ce qu'il faut, valide-nous le truc, on avait la validation. Donc, en fait, la solution elle est très simple. J'ai dit à mon électricien non, on ne va pas mettre 3 piquets. Non, on ne va pas faire revenir un maçon pour creuser des tranchées, etc. et enterrer le câble qui relie les piquets à 50 cm de profondeur. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre un putain de piquet. Tu vas, avec ton perfo, là, faire une tranchée de 5 cm pour relier le câble. Comme ça, on en a un deuxième. On sait qu'on n'aura jamais de problème. Et le consuel, tu l'appelles et tu lui dis, voilà, tout est aux normes, j'en prends la responsabilité. Et l'électricien, ça l'arrange bien parce qu'il a d'autres chantiers, etc. On va vite. On sait qu'on a refait toutes les lecs à l'intérieur. Tout est aux normes, donc on n'aura pas de problème. Et ça nous permet, pour le prix de 20 € un piquet et 1 heure passée par l'électricien à faire le taf, ça nous permet de solver le problème. Aussi simplement que ça. Parce qu'un piquet, on peut le planter dans le gravier, ça c'est pas problème. Même s'il fait 2 mètres, on peut planter le piquet dans le gravier directement. Ouais, ou sinon il aurait fallu faire un trou beaucoup plus profond, mais sauf que tu peux pas le faire à la main, du coup il faut des machines, donc c'est pareil, il faut louer la machine, il faut l'amener, il faut faire le trou, etc. C'est complexe, ouais. Donc voilà, problème résolu, et finalement tout le monde, ça arrange tout le monde qu'on fonctionne comme ça, quoi. Bah, de toute façon, vu que tout est refait à neuf, c'est pas dangereux, quoi, c'est pas problématique. Ok, mais je me renseignerai quand même sur cette histoire de... Parce que j'aimerais bien comprendre pourquoi le fait d'avoir 4 piliers, ça change vraiment finalement l'acceptation de l'électricité par le sol, quoi. Mais en fait, ça change pas d'en avoir 2, 3, 5, Mais 50. Ouais, moi, ça me paraît. Ce n'est qu'une appréciation. C'est ça. Parce qu'en plus, si t'en mets trop et que tu descends en dessous des 50, t'es également refusé. Parce que si t'as un éclair qui tombe à 300 mètres, ça va te faire sauter les plombs de l'immeuble. Ok. Donc en fait, c'est ça, c'est une espèce de à double tranchant, c'est au jugé, personne ne sait trop comment ça fonctionne, si on met qu'un, 2, 5 piquets. Oui, parce qu'en fait, il faudrait une vraie étude de sol méga complète pour savoir. Lui, il vient juste mesurer avec l'appareil, il dit on est un peu haut. Et le fait d'être plus haut en termes de ohm, c'est quoi le vrai risque Le risque, c'est si tu as un éclair qui tombe dessus, ça ne disjoncte pas. Et qui tombe sur la maison. Oui, qui tombe sur la maison, ça ne disjoncte pas, et donc tu as un appareil qui surchauffe. Le risque étant minime, déjà pratiquement impossible que ça arrive, et surtout, si on a 2 piquets, c'est un truc qui n'arrivera pas. Il suffit juste que le premier piquet, en fait, il était un peu trop proche du bord de la maison et qu'il y avait un peu plus de gravier que de terre à cet endroit-là, donc ça connectait moins, ou c'était moins, ça enlevait moins le nombre de ohms, et c'était juste un truc à la con, mais par contre, le fait de challenger le mec pour qu'il trouve des solutions, en fait, sans comprendre le véritable enjeu d'électricité, tu arrives à trouver des solutions. Et là où lui m'annonçait un problème qui allait me coûter 1500 balles, c'est-à-dire déplacer le maçon, louer la pelleteuse, faire les tranchées, faire intervenir l'électricien, puis que le mec revienne avec sa pelleteuse, qui rebouche, etc., en fait, ça coûte super cher. C'est beaucoup de temps. Et alors là, en fait, on arrive à trouver des solutions plus facilement. Ouais, mais parce que les artisans, ils n'ont pas forcément toujours la bonne solution adaptée au problème. Hein. Et là, moi, aujourd'hui, dans le même style, pour donner un autre cas de figure similaire qui est super intéressant, donc dans le local, la toiture, elle est complètement amiantée.
On a 230 mètres carrés au sol, c'est une toiture qui est full amiante, en très bon état, soit dit en passant, mais full amiante. La toiture, on ne veut pas la remplacer. Parce que, et c'est l'extension un peu du plan sur le bâtiment, dans 4 à 7 ans, on va surélever le bâtiment. On a la possibilité de le faire, c'est le seul bâtiment de la zone qui n'est pas surélevé. Ça, c'est incroyable. Et on va créer un étage de bureau. Ouais. Donc, aucun intérêt de refaire la toiture maintenant, parce qu'on va déposer l'amiante, ça coûte cher. Le faire traiter, ça coûte extrêmement cher. Et remplacer avec un bac acier, qui coûte cher aussi. De toute façon, il y a tout qui coûte cher, donc voilà. Mais l'un dans l'autre, c'est 3 grosses dépenses qui vont nous coûter très cher maintenant. Et demain, quand on aura fait la surélévation, le bâtiment ne sera pas tout à fait surélevé au même endroit. Il va y avoir des extensions supplémentaires. Donc la toiture ne sera même pas la même, elle sera plus grande que celle qu'il y a aujourd'hui. Ce qui veut dire que tout le bac acier qu'on pose aujourd'hui est bon à foutre à la poubelle demain, une fois qu'on fait la surélévation. Donc on n'a pas d'intérêt à le changer. Nous, on a un intérêt aujourd'hui à faire en sorte que la toiture en amiante reste en très bon état pour les 5 prochaines années, et au moment de la surélévation, de le faire. Donc dans la toiture en amiante aujourd'hui, il y a des Velux qui fuient. C'est une pure merde d'avoir des Velux sur une toiture en amiante parce que c'est ondulé, donc l'étanchéité est très dure. On a des Velux qui ont déjà été déposés, remplacés par des tôles transparentes en plastique, mais qui ont jauni. Il faudrait en remettre des nouvelles pour bien laisser passer la lumière. Il y a des petites choses comme ça à faire. J'ai appelé 8 entreprises sur le secteur. Au mot amiante, t'avais l'impression que c'était... Ouais, voilà, c'est ça. C'est genre, oh là là, mais vraiment, il y en a qui m'ont dit, ouais, vous êtes dans la merde. Comment ça, ma mère? Comment ça? Non, mais t'imagines, ouais, vous êtes dans la merde et tout, ça va vous coûter une fortune, etc. Non, mais vous n'avez pas compris, on ne veut pas le déposer de suite. Mais ils ne cherchaient même pas à comprendre quel était le projet et à se dire qu'on allait faire ça plus tard, la dépose. Eux étaient là, non, mais... on touche à rien, on peut rien faire, c'est impossible. Alors que je ne demande pas de découpe dans la toiture, je ne demande pas de modification, je ne demande pas parce que ce qui est dangereux, c'est la poussière d'amiante. Je ne demande pas ça du tout. Je demande à remplacer les tôles ondulées, à me faire un petit nettoyage et puis fin quoi. Ils voulaient pas, c'était impossible, c'était trop compliqué, j'ai pas les agrégations, je fais pas. Je t'ai entendu galérer au téléphone. J'ai passé 2 jours quoi. Et c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Déjà, moi, quand on me dit que c'est impossible, c'est pas possible que ce soit impossible. Arthur, il a une phrase que j'adore. C'est un peu pour parler de la mentalité du mec. Quand quelqu'un lui dit c'est impossible, la première phrase qu'il répond, c'est dit oh, on envoie des hommes sur la Lune, on envoie des fusées sur Mars, vous n'allez pas me dire que ça c'est impossible. À chaque fois, je leur dis maintenant, on envoie des hommes sur la Lune, vous pouvez même dire que c'est impossible. Genre, à chaque fois. Mais parce que c'est vrai, putain, tu peux pas me dire que c'est. Comme, je sais pas, moi j'ai déjà eu des mecs pour déplacer une prise de droite à gauche, ah non, c'est pas possible. Mais comment ça, c'est pas possible? C'est forcément possible. C'est une question de solution, de prise de tête, parfois d'argent. Parfois la solution, elle est possible, mais trop coûteuse. Ça, je veux bien l'entendre. Mais le impossible n'existe pas. Donc bon, bref, ils étaient là, non mais c'est impossible, c'est pas faisable, etc. Finalement, je finis par tomber sur un mec qui vient et qui me dit, bah ouais, mais aucun problème. Je viens, je te change les tôles, on nettoie, avec un Karcher basse pression pour justement pas faire péter les toiles d'évrite, là, on fait un nettoyage, etc. Je te remets une peinture un peu élastane sur l'amiante pour la protéger et faire en sorte que justement elle ne s'effrite pas, qu'elle soit pas en mauvais état. Ta toiture, elle est repartie pour au moins 10 ans. Ça te laisse largement le temps derrière de faire ta surélévation, de la virer évidemment à ce moment-là et de remplacer par un bac acier. Mais parce que lui, il a compris le contexte, il a compris tout ça. Et finalement, ça va coûter 1000 fois moins cher que les espèces de prêts de vie qu'on a commencé à me mettre entre les mains. Et tout ça pour dire que parce que eux étaient couvreurs, c'était pas forcément pour ça qu'ils avaient pensé aux bonnes solutions, qu'ils avaient les bons outils entre les mains pour faire aussi le chantier. Et plutôt que de dire non, moi je ne suis pas la bonne personne pour faire ça, mais il existe des solutions et je vais te mettre en relation avec un tel qui, tout de suite c'est le non, c'est pas possible, vous pourrez jamais faire ça, ça va vous coûter une fortune, etc. Tu as un problème. Ouais, non, mais il faut faire vraiment super attention. Beaucoup. Il faut faire super attention avec ça parce que y a toujours des solutions, il faut juste trouver les personnes aussi parfois pour les mettre en place et puis c'est peut-être pas le premier, c'est peut-être le 8e. Hein. Moi j'ai fait passer 6 électriciens sur mon premier chantier avant de tomber sur la bonne personne qui m'a mis en place le bon chantier, qui a tout bien fait quoi. Donc ouais, effectivement, des petites choses auxquelles il faut faire attention. Bon, après on va filmer ça au fur et à mesure, on verra un peu l'évolution, on va voir les plans, etc. Parce qu'on est encore en train de bosser sur les plans. Ouais. Mais il va y avoir des choses, ouais. Mais tu vois, moi ce que je conclus des challenges là, qu'on a résolus sur les 2 derniers jours, c'est des problèmes. C'est des problèmes, hein. C'est des problèmes, mais c'est pas le problème qui impacte, c'est sa façon d'y réagir. Et en fait, quand tu sais, on aime beaucoup apprendre à nos clients que
dans l'immobilier, parfois être un peu bourrin, c'est une bonne chose. En fait, quand tu sais comment réagir à ces problèmes, quand tu adoptes la bonne posture dans la résolution de ces problèmes, mais tu les balayes si vite. Tu les balayes si vite et en fait, beaucoup de gens vont les subir. Tu vois, l'électricien tout à l'heure, il a d'abord appelé Lita, ma compagne. Elle m'a dit, je peux te retrouver le texto, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit c'est la merde. Attends. C'est la merde, on ne peut pas louer les appartements, c'est foutu. Elle m'a dit, ah non, c'est un vocal, elle ne me l'a pas écrit. Mais en gros, c'était Martin, on a un problème avec le consuel, on va encore devoir faire passer le maçon, j'en ai marre. Et moi, je lui réponds juste en dessous, hors de question, virgule, qui a planté le premier piquet? Tu vois, de suite, je vais voir la personne concernée. Et en suivant, elle me dit, c'est Lucas, appelle-le. Donc, je l'appelle. Problème résolu en 45 minutes au téléphone. Mais ça se résout avec beaucoup de questions, les problèmes, j'ai l'impression. Et attends, il vient de me répondre, parce que je lui ai envoyé un petit message à Lucas juste après. Je lui ai envoyé, comme vu ensemble, Lucas, t'as mon accord pour qu'on mette un seul poteau, qu'on enterre la câblette, etc. Et petit clin d'œil, que t'expédies le travail en moins d'1 heure. Il me répond en suivant, pas de problème Martin, je m'occupe de ça lundi. Et mardi, je monte les meubles, parce qu'en plus, il monte toute la partie meubles sur nos appartements. Et mercredi matin, on y va pour tout filmer. C'est ça. Et, j'attends le retour pour le projet de Biarritz, parce que du coup, il va aussi venir nous faire un devis. Comme quoi, tu vois, tout est... Et beaucoup de questions, oui. Il faut poser beaucoup de questions. Et ça, moi, quand j'étais... Parce que moi, je ne suis pas du bâtiment comme toi. Sur mes premiers chantiers, j'y allais avec aucune connaissance. Et j'y allais pas en me faisant écraser par les artisans. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce truc de figure d'autorité. Ouais. C'est un artisan, il connaît, donc je vais pas le questionner, je vais pas le remettre en cause, ni le remettre en doute. Alors que putain, un artisan, surtout sur de la rénovation, chaque rénovation est différente, tout est un cas particulier. Et moi, je sais que quand j'étais sur de la réno, je ne citerai pas le nom de la boîte, mais putain, c'était quand même une grosse boîte. Hein. C'était de l'impro au quotidien. On ne savait pas, fallait tout adapter, rien n'était à la bonne mesure, etc. C'est pareil pour un artisan, et poser des questions, moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie sur mes chantiers. Mais pourquoi vous voulez faire ça? Qu'est-ce qui fait que cette solution est mieux que celle-là? Et puis après, je challenge les artisans entre eux. Mais attendez, moi, j'ai lui qui m'a dit ça, mais vous m'avez dit ça, pourquoi, etc. Et j'obtenais beaucoup de réponses, et puis c'est ce que tu as fait sur le chantier, c'est ce qu'on fait avec finalement là, le toit en amiante, c'est ce que j'ai fait avec mon dégât des eaux sur mon deuxième immeuble quand personne voulait m'expliquer quelles étaient les solutions pour drainer l'eau en dehors du terrain. Des solutions, il y en a toujours, quoi. On envoie des gens sur la Lune. Hein. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup dans la posture que ça se résout, parce que les artisans sont très forts pour poser des ancrages de prix ou de taille de problème. Et c'est un peu ce que font tous les artisans, mais ils le font naturellement, mais parce que des fois aussi, ils ne trouvent pas la solution. Donc voilà, c'est beaucoup de temps, etc. Il va falloir que je cherche des solutions sur place. Et en fait, c'est toujours dans la posture. Étape numéro 1, quand Lucas il m'annonce qu'il va falloir porter plein de piquets, etc., le maçon, je commence par lui dire, écoute, c'est hors de question que la résolution de ce problème nous coûte 1 euro en plus pour le moment. On va d'abord explorer les autres solutions, et ensuite on verra si jamais il n'y en a pas. Mais donc derrière, tout se déroule bien et on trouve les solutions. Bon, mercredi, on verra si on arrive à filmer le piquet. Là. Ah ouais, ça va être une dinguerie. Ça. Ah oui, du coup, on va pouvoir zoomer dessus. Ah ouais, on va vous faire une grosse vidéo là-dessus. Ah oui, parce que du coup, maintenant, fin du chantier, donc on refait une vidéo complète avec les meubles montés, etc. Ça va être intéressant de voir C'est vrai qu'on était vers la fin de chantier, mais c'était encore un peu dégueulasse, c'était pas encore nettoyé. Là, on va voir vraiment tout nickel, du coup, parfait, quoi. C'est ça. Prêt à être loué. Impeccable. Putain, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Là, j'ai eu quelques départs de colocataires sur un de mes appartes. J'ai cru que t'allais dire, j'ai eu quelques départs de feu dans l'immeuble. Mais vraiment, l'électricité est nickel. Hein, tu sais que ça m'était pas arrivé depuis un moment. Sur les locataires? Ouais. Et en fait, j'ai une colocation, là, une des premières que j'ai fait, là, une coloc 5 chambres, où j'ai des locataires qui sont en place. Sur les 4 n'ont pas eu une fois de turnover sur les 4 dernières années. Et il y a une chambre qui tourne. En gros, c'est ça. Sauf que là, ça y est, il y en a un qui a trouvé une chérie, mais il a... En fait, tu sais, moi, dans les colocations, je ne les prends jamais au-dessus de 35 ans. Il faut qu'ils aient moins de 35 ans pour rentrer dans mes colocations. Donc, il est rentré, il avait 33, maintenant il a 37, quoi, parce qu'il s'est passé un peu de temps. Ouais. Donc, il a trouvé une chérie, il se déplace, et il y en a 2 pour qui c'est le cas en même temps. Mais parce que c'est des travailleurs, voilà, c'est des jeunes actifs, etc. Et donc, là, j'ai eu 3 départs de locataires dans ma colocation. Mois d'avril, donc, ils se barrent au mois de mai. Ouais. Mai, juin, c'est parfait. C'est les gros
la grosse reprise, tu vois, de la demande sur la colocation. Mais bon, ça va être la première fois que je vais me retrouver pendant un mois avec 3 chambres, un loué sur une colocation. Bah, au pire, un peu de location courte durée pendant un mois. Hein. Bon, je suis pas trop inquiet. Il y a Ouais. 45 000 € de trésorerie sur le compte de la SCI avec le cash flow que ça a apporté sur les Oui. dernières années. Ça va aller. Puis le secteur, ça va aller aussi. Quoi. Ouais. T'as Ça, investi c'est bien. au dernier moment dans cette ville où c'était encore possible. Là, ça l'est plus trop, ça. donc t'es tranquille. Quoi. Mais j'étais tout fier depuis janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui, la gestion locative m'a pas pris, ça m'a pas pris 10 heures. Bon là, je vais devoir faire quelques états des lieux, quoi. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai eu peu de turnover aussi. Après, j'avais des appartements plus classiques, mais non, enfin, si, après, moi, j'ai eu des locataires qui s'entendaient pas très bien, mais ça peut arriver, quoi. Et alors toi, maintenant, avec le recul, t'es plutôt team, je gère mes appartements moi-même, mes locataires moi-même, ou je les mets en agence. Dans la ville où j'ai mon immeuble, là, le dernier qui me reste, parce que j'ai bazardé les autres, dans la ville, enfin bazardé, on dirait, j'ai vendu un très bon prix, mais ils étaient loin, donc il fallait que je me déleste de cette charge-là. Dans la ville où j'investis maintenant, je délègue. Parce que j'ai une méga bonne gestionnaire. Parce que Marion, elle est trop bonne, elle est trop forte. Vraiment, c'est son métier, elle le fait à merveille. Et je suis content de payer tous les mois pour un service comme celui-ci. Franchement, c'est incroyable. Elle fait vraiment le tampon entre moi et les locataires, mais c'est pas non plus la gestionnaire qui qui délaisse les locataires, pardon. Elle s'occupe d'eux. Tu vois, quand il y a un vrai problème, elle me le fait remonter. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gestionnaires qui, en fait, font tampon, mais ils s'en foutent des locataires, ils les laissent dans leurs problèmes, etc. Donc, elle est vraiment bien pour les deux côtés. Elle est parfaite. En dehors de ça, maintenant, non, je gère tout moi-même. Je prends plus le risque de signer des mandats de gestion, de déléguer, parce que toutes les personnes à qui j'ai eu affaire jusqu'à présent, en dehors de Marion, étaient pas bien, quoi. Ouais. Et je finissais par moi gérer mes biens, et en fait, je paye 2 fois. Je paye de mon temps, plus je paye de mon argent, donc Putain, ça m'allait pas, quoi. C'est quand même comme travail, la gestion locative, c'est quand même C'est lourd, hein. Je crois que c'est ce qu'il y a de pire à faire. Ah, c'est ce qu'il y a de T'es avec pire, des- putain. T'es avec des Français qui adorent les procédures, Oh, putain. euh, J'adore se plaindre. qui adorent se plaindre. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils aiment se plaindre, les Français? Tu rajoutes à ça des mecs qui sont perfusés par la CAF, parce qu'on adore les aides en France. Ouais, et, non. Et tu rajoutes des couches et des couches et des couches. Moi, c'est vrai que plus ça va, C'est complexe, hein. plus je vais commencer aussi à mettre en gestion mes biens, parce que même si ça me prend pas beaucoup de temps, Oh, mais Marion, mec, franchement, appelle-la tous les jours de la semaine. Hein. ouais. Je te jure, c'est incroyable. Hein. Franchement, moi, c'est la seule que je connais avec qui j'ai eu affaire. J'ai eu 3 agences de gestion sur différents projets. La seule. Mais tu vois, le propriétaire qu'on a des bureaux dans lesquels on est ici, c'est un mec, il a tout le bâtiment, il l'a construit il y a 20-30 ans. Il a les 3 bâtiments, ouais. Ouais, Ouais. ça vaut une fortune. Mais tu vois, j'ai envie d'aller chercher ce niveau-là où tu es tellement blindé. Le mec, tout compris, là, il en sort 35 000 € de loyer, entre 20 et 30. Entre 20 et 30. J'ai jamais fait le calcul. Bah, tiens. si tu prends les locaux d'artisans, etc., Ouais. qui louent à son fils maintenant, mais à Ouais. l'entreprise, que tu prends les bureaux d'à côté, que tu prends l'ensemble des bureaux du bâtiment, non, Ouais. il a plus de 30 000 € de loyer par mois. Et puis net de dette. Hein. Il n'y a plus une thune. Et le mec, du coup, est tellement blindé qu'il passe que par agence. Et lui, il passe sa vie sur un bateau. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est de la folie. Il a pas la gestion en agence. Je crois pas. Hein. On est en agence ici. Hein. Ouais, mais pour la mise en location, pas pour la gestion, je crois. Hein. Ah si, si, si. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Oh putain. Mais alors ça pour le coup, sujet parallèle, pour du professionnel et du commercial, je pense que je mettrai jamais en agence. Mais À l'utilité, elle est marginale. avec nos niveaux, ouais. Combien Mais, de temps on a passé à communiquer avec l'agence pour de la gestion? 0 seconde en 2 ans. J'ai envoyé un message au propriétaire pour lui demander le contact du climaticien pour faire vérifier la clim. Je dis, mais ça veut dire que si c'est ça, il paye vraiment l'agence. Alors là, pour rien du tout. Là, c'est... Après, en même temps, c'est vrai que lui, il s'en fout, hein, lui. Mais tu vois, il y avait deux trucs qui étaient vides, deux bureaux qui étaient vides. Oui, mais ça, c'est une agence qui a fait les visites, etc. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est ça. Oh oui, mais moi je suis d'accord de pas se prendre la tête avec ça. Mais tu peux payer que la mise en location et pas la gestion. Après, peut-être qu'il a. C'est pour ça que je trouve ça étrange qu'il ait délégué ça. Bon, voilà, quoi qu'il en soit, ben,
Donc ouais, fera des de vidéos. plus en plus, Mercredi, voilà, je vais y arriver. de plus en plus sur la gestion locative. Ok, je te passerai le numéro de Marion. Peut-être que j'aurai une petite rétro-com. Euh, Ah, je vais négocier. Je veux dire, prochain départ de locataire, vous me le faites gratos quand même. Sait-on jamais. Ok, très bien. Bah, mercredi, on part en vidéo alors. ouais, Parfait, ça fait plaisir. ça fait plaisir. En tout cas, comme je le disais, je pense que je vais remettre le lien de la vidéo. Je remettrai la même puisque mercredi, on part sur l'immeuble de Martin. On va voir la fin du chantier, la mise en place des meubles. Quel impact ça a, je dirais, réellement sur le projet. On va étudier ça ensemble. D'ici là, vraiment, regardez cette vidéo qu'on a faite sur l'immeuble de Martin qui permet de se rendre compte des optimisations d'un projet vraiment rentable et comment est-ce qu'on passe d'un appartement à 3 appartements et un hangar finalement. Je vous laisse avec ça. On vous dit à très bientôt pour le Café Imo le mois prochain. Et semaine prochaine, ce sera normalement une vidéo terrain.